Bienvenue dans le débat sur France 24. Frances Haugen devant les députés et les sénateurs en France. Après l'avoir fait devant le Congrès à Washington et à Bruxelles, l'ancienne employée de Facebook a dénoncé une nouvelle fois les méthodes du géant du numérique et l'impact psychologique des contenus. Facebook critiqué et Google qui essuie un revers à Luxembourg. La justice européenne a confirmé l'amende de 2,4 milliards d'euros infligée par Bruxelles au géant américain pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. Alors ces géants du numérique sont-ils une menace globale, risque politique, effet psychologique? Quelles sont les méthodes de Facebook que dénonce son ancien employé? Comment réguler les GAFAM? Faut-il les démanteler? Que fait l'Europe? On en débat avec mes invités. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Joëlle Toledano. Bonsoir madame et merci d'être avec nous. Bonsoir. Économiste, membre du Conseil national du numérique, auteur de GAFA, Reprenons le pouvoir. C'est chez Odile Jacob et il a reçu votre livre, le prix du livre d'économie. On le voit tout de suite. Guillaume Gralet est avec nous également, journaliste au Point. Le Point qui a fait une sur les GAFAM. Comment les GAFAM mangent la France. C'était la une de la semaine dernière. Guillaume, bienvenue et bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Également avec nous en duplex de Bruxelles, Stéphanie Yon-Courtin. Bonsoir à vous, eurodéputée La République En Marche. On dit Renew Europe au Parlement européen et vice-présidente de la Commission des affaires économiques et monétaires. Bonsoir et bienvenue à vous. Bonsoir. Erwan Tison est également avec nous. Bonsoir Erwan Tison, directeur des études du think tank de l'Institut Sapiens. Bienvenue à vous également. Vous pouvez réagir, à vous qui nous regardez, sur Twitter, hashtag débat France 24. N'hésitez pas à réagir ou à poser vos questions. On va démarrer ce débat par Facebook. Facebook, alors c'est quoi? C'est 2 milliards d'utilisateurs quotidiens. Le groupe a acquis Instagram, a acquis également WhatsApp et il compte lancer un Instagram pour les moins de 12 ans. Il lance aussi Metaverse, cette plateforme avec format immersif. Ce matin, Frances Haugen, son ancienne employée, a dénoncé devant les sénateurs et les députés les risques politiques engendrés par Facebook et les effets psychologiques toxiques. On l'écoute. Facebook fait toujours primer ses intérêts financiers avant la sécurité. Par conséquent, cela attise les divisions, les extrêmes et la polarisation. Cela nuit aux sociétés partout dans le monde. Et parfois, ça peut même mener à la violence et au décès de certaines personnes. En fait, Facebook a encouragé les gens à rejoindre des groupes depuis des années. Et ces groupes sont sélectionnés en fonction d'un classement basé sur l'engagement. Et par conséquent, l'année dernière, il y a eu un scandale. 65% des personnes en Allemagne ont rejoint des groupes nazis. Parce que Facebook a recommandé ces groupes. C'est incroyable. Pourquoi? Parce que Facebook souhaite que vous restiez plus longtemps sur la plateforme. Joëlle Toledano, elle a raison, Frances Haugen, lorsqu'elle dit ça, Facebook nuit vraiment à la démocratie. Facebook participe à un mouvement général d'un certain nombre de médias qui posent des problèmes effectivement à la démocratie. Elle en a donné quelques exemples, on en connaît d'autres. Il y a des problèmes et il faut évidemment les résoudre. C'est un algorithme de Facebook qui favorise ces messages haineux. Comment le décrypter ? C'est un ensemble d'algorithmes qui favorisent ces messages haineux. C'est un modèle économique, comme ça vient d'être dit, qui pousse les gens vers les réactions qui sont les plus violentes, qui cherchent en fait à les faire rester le maximum sur la plateforme. Et on sait que parmi un certain nombre de réflexes, on est plus tenté par des messages qui choquent. Et puis éventuellement ensuite entraîner dans des bulles qui sont néfastes. C'est un peu tout ça qu'on savait déjà. Ce qui est intéressant, c'est que ça vient de quelqu'un qui était à l'intérieur et qui, en plus, nous raconte comment des études ont été menées dans Facebook, ont montré où étaient les problèmes et le plus souvent, on n'a rien fait. Elle parle de toxicité dans ces études d'ailleurs, toxicité notamment à l'égard des enfants. À l'égard des enfants, ça c'est le côté Instagram. Il faut dire une chose à propos d'Instagram qu'on ne sait peut-être pas toujours, c'est que pour la première fois au dernier trimestre, Instagram a eu le même chiffre d'affaires que le chiffre d'affaires de Facebook. Je parle là du Facebook Service. Donc Instagram, c'est extrêmement important pour l'ensemble constitué par Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc.
Et ça touche en particulier les jeunes, d'ailleurs, beaucoup plus. Et ça touche effectivement les jeunes. D'après les études qu'elle cite, un tiers des enfants, des jeunes adolescentes, seraient effectivement poussés vers des comportements... Enfin, d'abord, ça ne leur ferait pas du bien, ça leur ferait plutôt du mal. Et pour un certain nombre d'entre elles, ça aurait des conséquences sur leur régime alimentaire. L'anorexie, exactement. Guillaume Gralet, sur les données personnelles, vous en parlez dans votre enquête, Facebook peut faire ce qu'il veut de ces données personnelles aujourd'hui, malgré le scandale dont on a tous parlé, Cambridge Analytica. Oui, alors on a très peu d'informations. Ce que je trouve très intéressant dans ce que vous dites et ce que dit Joël, c'est qu'en fait, c'est une machine, une créature qui a dépassé son créateur. On le voit dans l'utilisation par les moins de 12 ans. Les chiffres que donne Francis Hogan sont assez hallucinants. C'est-à-dire qu'il y a 10% des enfants de 10 ans qui peuvent avoir un compte Facebook. On le voit également sur la modération. C'est-à-dire que Facebook passe son temps à présenter des excuses, à dire qu'il modère ce réseau social. Ce réseau social est disponible en 100 langues. Il y a des modérateurs uniquement sur 70 langues. Et en réalité, au lieu de remettre profondément en cause son modèle, qui est basé sur la fausse gratuité, eh bien, Facebook va aller plus loin avec la fameuse métaverse, le métavers, un réseau dans lequel on donnera de plus en plus de nos données personnelles. Et vous savez qu'un des buts de Mark Zuckerberg, c'est une communication de cerveau à cerveau. Donc on ne voit pas véritablement une véritable remise en cause du fonctionnement de Facebook. Pas de remise en cause. Erwan Tison, en même temps, il faut dire que ces plateformes sont au centre des révolutions dans les pays arabes, en Asie. Elles permettent aux opposants de se réunir, toutes ces plateformes. On voit d'ailleurs au Soudan, par exemple, que la première chose qu'un régime autoritaire fait, c'est de couper l'Internet. Donc il y a une ambivalence. Oui, il y a une ambivalence, c'est comme tout outil, vous savez, ça peut être utilisé à plusieurs échéances. Il y a le terme grec de pharmakon, je trouve, qui résume bien justement ce que sont devenus les réseaux sociaux aujourd'hui, à la fois les poisons et les remèdes d'un point de vue démocratique. Mais il faut dire effectivement que tout n'est pas acheté dans les réseaux sociaux. L'effet de bulle cognitive qui a été retranscrit juste avant est vrai. Et d'ailleurs, je pense que ça peut être un vrai dégât justement pour nos démocraties, parce qu'on enferme quelque part les groupes de citoyens entre eux et on fait en sorte de casser le récit national et tout ce qui pouvait faire société avant. On empêche justement d'avoir tous ces sujets-là. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question effectivement, comment est-ce que l'individu peut dans ce cadre-là reprendre lui aussi le pouvoir. On parle beaucoup de régulation exogène, mais je pense qu'il peut y avoir aussi certaines formes de régulation endogène, notamment avec peut-être une certaine hygiène numérique, une certaine façon d'appréhender ces plateformes-là, avec une sorte de domptage de ces plateformes-là, de ces dragons, de faire en sorte que chaque utilisateur puisse comprendre que si les plateformes ont autant de pouvoir, c'est parce que l'utilisateur lui accorde autant de son attention tous les jours. Donc attention aussi à ne pas non plus se dire que la réponse doit venir uniquement du politique, mais bien se poser la question de chacun des acteurs en place, comment chacun peut agir à son propre niveau. On fera réagir d'ailleurs Joël Toledano sur ce que vous venez de dire, c'est intéressant. Stéphanie Yonne-Courtin, d'abord justement en parlant de la régulation exogène. L'Europe s'est mobilisée, on le sait, sur les données personnelles avec le fameux RGPD. Il y a ce Digital Service Act, le DSA, qui cherche à réguler le contenu, des contenus comme la haine en ligne. Où en est-on? Est-ce que c'est vraiment faisable? Parce que pour l'instant, ce que disait Joël Toledano, c'est bon, ça ne fonctionne pas vraiment. On ne sait pas très bien qui saisir lorsque on est victime soi-même, par exemple, de propos haineux sur Facebook ou sur d'autres. Oui, tout à fait. Moi, je rejoins déjà ce qui a été dit sur le fait que c'est extrêmement crucial qu'on ait des personnes de l'intérieur de ces monstres tentaculaires qui puissent venir nous indiquer ce qui se passe, parce que la problématique, elle est celle de l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que ces géants du numérique ont à la fois des méthodes assez opaques, donc pas transparentes, ce qui fait que ça renforce les difficultés qu'ont notamment les autorités publiques pour mieux les comprendre. Et puis également, c'est vrai qu'elles ont souvent une armée de techniciens qui font qu'elles sont très fortes. Sur le DSA, bien évidemment, la régulation des contenus, j'y ajouterai également la régulation des marchés numériques, puisque la Commission européenne est effectivement en train de prendre à bras le corps l'idée de réguler ces GAFAM. Votre question était celle de savoir si les GAFAM étaient une menace globale. Moi, je pense que ce sont leurs pratiques qu'ils sont. On a toutes et tous recours au quotidien aux services et donc à ces géants de la tech et à leurs services et à leurs produits. Et il s'agit maintenant effectivement de voir ce qu'ils ont le droit de faire ou pas faire, puisque jusqu'à présent, il y avait un phénomène un peu d'autorégulation ou de Far West qui constituait à dire que c'était eux-mêmes qui décidaient de leurs propres règles. Donc le DSA sur les contenus, bien évidemment, et l'idée c'est d'accroître la responsabilité de ces plateformes lorsque
faire en sorte, par exemple, qu'un contenu haineux, on a tous en tête notamment la problématique de l'assassinat et la possibilité de visualiser l'assassinat de Samuel Paty en ligne. La question, c'est effectivement de voir avec et de faire en sorte qu'on impose à ces plateformes et à ces GAFAM imposer, pardonnez-moi, ça veut dire sanction alors. Et de maintenir. Imposer, ça veut dire sanction. Alors, sanction à la clé, bien sûr, imposé avec des sanctions à la clé, bien sûr. Et donc, ça, c'est le DSA s'agissant des contenus et de la sécurité des produits, Digital Services Act, les services. Mais il y a également, parallèlement, l'acte sur les marchés numériques, le DMA, qui est là, le règlement, la réglementation des plateformes pour permettre que d'autres entrants pénètrent sur le marché et que, par exemple, un Google puisse avoir des concurrents en matière de moteur de recherche. Joël Toledano, est-ce que c'est possible effectivement de les contrôler de l'extérieur? Et est-ce que vous pourrez rebondir justement sur ce que vient de dire Erwan Tison sur comment les individus peuvent finalement s'autosaisir alors qu'ils subissent finalement quelque chose? En même temps, qui va fermer vraiment les plateformes? Qui va renoncer à y recourir? Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. Mais je vais essayer de répondre à quelques-unes. Évidemment que chacun d'entre nous a sa propre hygiène de comportement et que tant mieux si on forme, mais je ne voudrais pas qu'on inverse la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en tout état de cause, en ce qui concerne les adolescents, on sait bien que c'est une population particulièrement fragile et où le fait de ressembler à ses petits camarades est important. Donc dire que ça dépend d'eux me paraît être un peu du wishful thinking. Alors comment ils régulent Instagram, par exemple? Parce que justement, pardon, je voudrais revenir au fond, ce que nous a dit Frances Haugen, c'est bravo, votre objectif, votre idée, c'est formidable. Maintenant, la mise en œuvre, attention, c'est pas comme ça que vous allez y arriver. Si je peux me permettre de reprendre une analogie que vous avez déjà faite, le RGPD, c'est très bien. On arrive maintenant à condamner la SNCF et la RATP, mais on n'arrive pas à condamner Google. Parce qu'on a mis en place une régulation, si vous voulez, avec de très bonnes idées, mais une modalité pour que ensuite ça fonctionne, qui fait que ça ne marche pas. Et pourquoi ça ne marche pas en 2 mots? En 2 mots, parce que c'est en Irlande. Alors maintenant, en plus que 2 mots, parce que effectivement, à la fois toutes les grandes entreprises sont en Irlande. Pourquoi elles y sont? Parce qu'elles espèrent bien être un peu mieux traitées qu'ailleurs et qu'elles ont raison. Donc voilà, en quelques mots résumés, heureusement, on commence à prendre conscience du problème et du coup, effectivement, sur DSA, où la Commission avait rebelote, fait la même proposition, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on appelle le pays d'origine. Très bien. Au cas particulier, c'est l'Irlande, parce que c'est là où elles se sont implantées. Il y a une discussion, parce que si en plus de ne pas appliquer le RGPD, les Irlandais n'appliquent pas le DSA, ben on ne sera pas servi. Donc, il faut être plus exigeant. Donc, il y a plusieurs sujets sur lesquels il faut être plus exigeant. J'arrive à l'une de vos autres questions. Vous dites, est-ce que c'est possible? Ce que Frances Haugen nous a dit, c'est, pour l'instant, dans le DSA, vous avez une modalité pour avoir des informations de Facebook, cas particulier, mais c'est pareil pour les autres, qui n'est pas très sérieuse. Parce qu'en gros, vous leur faites confiance, et ça ne marche pas. Il faut non seulement que vous soyez beaucoup plus exigeant sur l'accès aux données, mais que cet accès soit disséminé suffisamment. Alors, il faut en voir les modalités. Elle dit très, très large. Elle a sans doute raison, mais en tout cas, rien à voir avec ce qui est proposé aujourd'hui dans le Digital Services Act, et qu'on puisse vérifier, quand ils nous disent qu'il y a un risque là, qu'on puisse vérifier que c'est bien celui-là et qu'il n'y a pas beaucoup. Donc ça veut dire qu'ils doivent coopérer, transférer leurs données, partager. Si vous voulez, comme c'est fait partout ailleurs, les banques aujourd'hui, elles transfèrent leurs données, les jeux en ligne, ils transfèrent leurs données. Pour l'instant, ils continuent à bénéficier, parfois même dans l'esprit des régulateurs, à une sorte de statut d'extraterritorialité. Comme quoi, il serait interdit de leur demander trop de choses. Alors, ça, il faut en sortir. Facebook, justement, nous a envoyé un communiqué, parce qu'on les a bien sûr sollicités sur ce plateau. Ils disent qu'ils ont dépensé pour cette seule année plus de 5 milliards de dollars pour protéger les utilisateurs sur leur plateforme, plus que n'importe quelle autre entreprise technologique, disent-ils. Et nous avons désormais 40 000 personnes avec une mission, protéger les utilisateurs de nos plateformes dans plus de pays et dans plus de langues à travers le monde. Si je peux juste vous faire comparer ce chiffre de 5 milliards avec un autre. Pour le métaverse, ils nous ont annoncé 10 milliards pour un chiffre d'affaires égal à 0. Donc, pour un truc qui a un chiffre d'affaires égal à 100 milliards,
ils doivent mettre plus de 5, puisque aujourd'hui ça ne marche pas. Donc le fait n'est pas de savoir combien il en faut. En tout cas, ils ont 40% de marge nette aujourd'hui, profit exceptionnel. Donc je pense qu'ils peuvent en mettre plus. On va écouter le patron de Facebook France aussi, parce qu'il argumente, contre-argumente justement, Frances Haugen et cette fameuse étude sur les jeunes filles. C'est une étude qui a été faite sur des jeunes femmes qui éprouvaient une forme de mal-être. 40 personnes ont été interrogées. Sur 12 critères, l'anxiété, la tristesse, la solitude, 11 des points montrent qu'Instagram, selon elles, améliore leur vie sociale, a un impact positif. Alors pourquoi vous ne l'avez pas publié ? Point, mais je vous la donne ce matin. Oui, pourquoi vous ne l'avez pas publié avant ces critiques ? Parce que cette étude, cher monsieur Fauvel, elle était en train d'être analysée. Guillaume Gralet, donc là il se défend. Oui, il se défend, mais c'est vraiment, on va le faire au dernier moment. On ne remet pas en cause, encore une fois, l'ADN. Alors souvent, ce genre de société va se défendre sur 2 points en disant attention, si vous nous attaquez trop, il y a pire que nous, il y a les Chinois, il y a TikTok par exemple qui va faire bien pire que nous. Et d'autre part, ce que je trouve peut-être très intéressant et ce qu'on devrait peut-être plus relever, c'est que les GAFA ne pensent pas tous la même chose. C'est-à-dire si vous prenez la position de la vie privée de Facebook et celle d'Apple, elles sont en apparence, et après on peut affiner un petit peu, en totale contradiction. Moi, je me rappelle lors d'une interview qu'on avait réalisée de Tim Cook, donc le patron d'Apple, il expliquait en le faisant réagir à la volonté de Mark Zuckerberg d'arriver un jour à une communication de cerveau à cerveau, c'est-à-dire de lire ce qu'on pense. Il disait, moi je préfère qu'on puisse lire ce que j'écris plutôt que lire ce qu'on pense. Ceci dit, encore une fois, la réponse de Laurent Soli, elle est intéressante, mais on ne sent pas une volonté vraiment de se remettre en cause. Pas de volonté de se remettre en cause. Il faudrait qu'ils se remettent en cause, Stéphanie Yon-Courtin. Pardon, excusez-moi, j'ai pas très bien entendu. Oui, est-ce qu'il faudrait que justement ces GAFAM se remettent en cause, remettent en question leur modèle, et est-ce que finalement la régulation européenne en cours, enfin qui va avoir lieu, va inciter ces compagnies à se remettre en cause ? Écoutez, on l'espère parce qu'il y aura d'autres amendes à la clé. Mais moi, je rejoins ce qui a été dit. Alors, il y a les paroles et les actes, comme d'habitude. Et effectivement, étonnamment, le fait que Frances Haugen ait pu être auditionnée et venir, comme une lanceuse d'alerte, dévoiler certaines pratiques, a conduit Facebook à retirer je crois, sa publicité ciblée des groupes qui étaient de ciblage sensible, notamment liés à des origines ethniques, aux opinions politiques. Donc, à chaque fois, il faut que apparaissent dans les médias des problématiques qui remettent en cause un peu la notoriété de ces GAFAM pour qu'ils essaient d'agir. Donc c'est toujours un peu tard. Oui, nous, ce qu'on souhaite, c'est que, notamment à travers le DMA, le Digital Markets Act, on est sur de la régulation ex ante, c'est-à-dire que, et l'actualité aujourd'hui est riche avec Google, on constate que le droit de la concurrence classique n'est plus en mesure de répondre à la rapidité des marchés numériques. Et avec le Digital Markets Act, l'idée, c'est avant même que des pratiques concurrentielles aient pu être pratiquées, qu'on applique des obligations et des interdictions à un certain nombre de ce qu'on appelle les gatekeepers, donc les contrôleurs d'accès, que sont ces GAFAM ou GAMAM, si on prend le nouveau nom de Facebook, et d'autres qui agissent comme des plateformes avec un écosystème et qui verrouillent les marchés et qui empêchent finalement de nouvelles entreprises ou limitent les nouveaux entrants d'arriver sur ces marchés numériques. Voilà, on va revenir justement à cette problématique de la concurrence. Erwan Tison, d'abord, j'aimerais que vous réagissiez à ce que Barack Obama écrivait. Je trouvais que c'était intéressant. Il dit « Les grandes plateformes sont à la fois des biens publics et des entreprises commerciales ». Est-ce que ça n'est pas finalement le fond du problème, ce mélange des genres ? C'est un mélange des genres qui est un petit peu nouveau parce qu'effectivement, par le service qu'elles rendent, ces plateformes-là, elles s'apparentent à une forme de service public parce qu'elles interconnectent entre les gens. Vous l'avez rappelé avant pour tous les mouvements démocratiques et les mouvements de révolte qui ont pu naître notamment dans le Moyen-Orient. Ça a été grâce au fait justement des GAFAM. Donc effectivement, c'est un objet un petit peu économique nouveau, un objet politique nouveau. Donc je pense que c'est pour ça qu'il faut l'appréhender aussi avec des règles nouvelles. Il faut se dire que la plupart des outils de régulation qu'on tente de mettre en place, que le législateur tente de mettre en place, que ce soit ici ou outre-Atlantique, sont tout à fait louable et vraiment il faut soutenir ces actions-là, mais il faut se poser la question, est-ce qu'on est en train de taper juste par rapport justement à ces nouveaux mastodontes? L'économie numérique telle qu'elle existe aujourd'hui, elle repose sur des règles économiques qui ne sont plus du tout les mêmes que celles de la révolution, de
précédente révolution industrielle, qui était profondément marquée par des rendements décroissants. Aujourd'hui, ces acteurs-là sont, eux, marqués par des rendements croissants, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont besoin d'augmenter la base tout simplement la base captive de leurs clients pour pouvoir faire en sorte de grandir. Les GAFAM sont gérés par deux grandes lois qui sont la loi de Metcalfe et la loi de Reed. Donc, c'est-à-dire tout simplement, pour être puissant, il faut avoir énormément d'utilisateurs et avoir des utilisateurs qui, quelque part, pensent de la même façon. Donc, peut-être qu'une façon, justement, d'opposer une meilleure régulation à ces GAFAM-là, d'une part, c'est de faire en sorte de casser dans cette base-là en offrant des concurrents crédibles à ces plateformes-là, parce que ces plateformes-là n'ont pas aujourd'hui d'incitation endogène, encore une fois, à vouloir vraiment opérer un véritable changement, parce que de toute façon, elles se disent que leur audience est totalement captive. Quand vous voyez que la plupart des... Leur audience est captive. Quand vous voyez que les utilisateurs passent près de 2 heures par jour, ils se disent de toute façon, il n'y a pas de concurrence, donc il n'y a pas d'intérêt. On peut continuer à avoir des règles qui soient archaïques, ou en tout cas qui soient très critiquables. Ça ne change rien parce qu'ils ne pourront pas aller ailleurs. Deuxièmement, il faut aussi, donc ça c'est le premier truc à casser, par la concurrence, en ayant vraiment des acteurs, c'est un peu pieux, mais en ayant des acteurs vraiment qui soient de taille suffisante pour les concurrencer. Deuxièmement, et je pense que c'est le plus important, c'est de casser la logique communautaire qui existe dans les réseaux sociaux avec un terme, en remettant un peu de sérendipité dans le fonctionnement des réseaux sociaux. Sérendipité, vous savez, c'est l'art du hasard. Il faudrait peut-être se poser la question et le régulateur se dire, plutôt que de forcer justement des régulations ex-ante, de forcer les groupes déjà à publier leur algorithme, à montrer qu'ils ont la maîtrise de leur algorithme et à leur forcer justement à mettre un peu de sérendipité dans ces algorithmes-là pour faire en sorte que d'une part les plateformes soient moins addictives et d'autre part qu'elles soient moins créatrices de phénomènes comme des bulles cognitives. Déjà, on pourrait avoir justement, en adaptant les règles économiques, donc du coup en adaptant les règles législatives, on pourrait avoir une nouvelle réponse qui soit peut-être un peu moins à réaction et un peu plus en prospection par rapport à ces nouveaux géants qui ont des nouvelles règles. Alors en tout cas, en ce qui concerne la concurrence, il y a tout de même une législation qui fonctionne puisque Google vient d'essuyer un revers à Luxembourg. On a une décision de justice aujourd'hui. Elle a confirmé l'amende de 2,4 milliards d'euros infligée donc par Bruxelles aux géants américains pour pratiques anticoncurrentielles sur le marché des comparateurs de prix. On va écouter Ariana Podesta qui est la porte-parole de l'Union européenne. L'arrêt d'aujourd'hui indique clairement que le comportement de Google était illégal et apporte la clarté juridique nécessaire au marché. La Commission continuera d'utiliser tous les outils à sa disposition pour aborder le rôle des grandes plateformes numériques dont les entreprises et les utilisateurs dépendent pour accéder aux services numériques. Joël Toledano, ça marche alors un petit peu en tout cas, puisqu'ils doivent payer des amendes. Oui, enfin ça marche. Si sur la concurrence. Racontez rapidement l'histoire, c'est quand même des pratiques qui datent de 2010. Donc elles sont anciennes. On est en 2021. Elles ont été condamnées en 2017, 7 ans après. Inutile de vous dire qu'ils étaient presque tous morts, les gens qui ont été comme ça qui ont subi la pratique derrière Google Shopping, et que malgré le fait, et c'est formidable que le tribunal de première instance ait confirmé, mais on va aller en appel, donc cette décision va encore être contestée et on en a au moins pour 2-3 ans avant que la jurisprudence soit établie. Vous voyez un petit peu le temps qu'il faut. Et pour autant, ce que n'a pas réussi à faire la Commission, c'est de rétablir la concurrence, ce que demandait mon prédécesseur tout à l'heure. Ron Tison, oui. Voilà, tout simplement parce qu'on a besoin, et c'est ce que Stéphanie Courtin disait, on a besoin d'outils différents pour aller plus vite, pour prohiber des pratiques dont on connaît maintenant des listes qui ne sont pas longues comme mon bras, mais assez longues quand même. Ce sont des pratiques anticoncurrentielles d'abus de position par dominante. Google, Amazon, Facebook et Apple, chacune dans leur genre, ont eu des pratiques, parce qu'ils sont tous différents les uns des autres, mais chacun ont ce type de pratiques. Donc comment font-ils en 2 mots ? Ils rachètent des petits Alors, vrai que... en gros, vous avez des pratiques de type, effectivement, acquisition pour empêcher le développement de la concurrence. Ça, c'est un premier type qui a donné les acquisitions d'Instagram, de WhatsApp, etc. Par Facebook. Par Facebook. Vous avez toute une série de pratiques qui visent à progressivement prendre les marchés à côté. C'est ce qu'a fait Google en se déployant en tache d'huile. Et par exemple, dans des tas de secteurs. D'abord, il y a des comparateurs de prix, puis ils trouvent que c'est intéressant, alors ils font quelque chose pour prendre la place des comparateurs de prix. C'est un exemple. Et donc, vous avez comme ça différentes choses. Vous avez ce qu'on voit maintenant
beaucoup, on entend parler sur l'App Store et les tarifs qui sont plus ou moins prohibitifs pour tous ceux qui font des applications. Donc vous avez toute une série de pratiques, chacun a les siennes, mais elles sont sur le passé, pas sur l'avenir, mais sur le passé, elles sont assez bien répertoriées. Et celles-là, ce que propose effectivement le Digital Market Act dont il était question tout à l'heure, c'est de les prohiber a priori. Et pas d'attendre qu'elles se fassent. Le problème... Ce qui serait une bonne chose, donc, si c'était possible. Première chose, là où l'histoire devient plus compliquée, c'est l'un des problèmes qu'on peut voir aujourd'hui dans le projet du Digital Market Act tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'on voit bien que le second sujet, c'est évidemment de rendre possible le développement de la concurrence, une fois qu'on a empêché de faire un certain nombre de choses. Et là, je pense qu'on n'y est pas encore dans la forme du Digital Market Act, parce que la seule façon, c'est... pour avoir des concurrents de taille suffisante, c'est de les aider en gros à grandir tout seul, parce que sinon ils n'y arriveront pas. C'est ce qu'on a vu avec la décision justement de Google Shopping, où personne n'arrive à revenir sur le marché, même si la pratique a diminué. Guillaume Gralet, alors vous, effectivement, en une du point, vous dites comment les GAFAM mangent la France. Donc le message est là, ils mangent la France. Vous dites d'ailleurs que c'est une colonisation électronique, puisque ces géants s'invitent dans l'appareil industriel. Ce que vient de justement dire Joël Toledano, ces entreprises, elles grossissent et elles étouffent les autres. C'est comme ça que ça marche ? Oui, en fait, ce qui peut caractériser ces entreprises, c'est qu'elles ont un côté disruptif. Ça, c'est le bon côté, c'est le côté sympa. On va innover, on va changer le monde. Et puis le côté, la prédation. C'est-à-dire que malheureusement, et en tout libéral qui se respecte, a besoin d'avoir du choix. Et là, aujourd'hui, il n'y a plus de choix. Il y a le patron d'une très grande entreprise française, du CAC 40, qui a réclamé l'anonymat. C'est dire le climat de confiance qui règne en ce moment par rapport à ces big tech. Il a dit, ils peuvent nous acheter sur une simple note de frais. C'est-à-dire qu'ils ont une puissance financière qui devient telle, avec des bénéfices qui peuvent doubler chaque année, eh bien qu'ils ont la liberté non seulement d'acheter n'importe quel futur concurrent, mais surtout, et c'est ça qui me gêne le plus, de ne pas respecter l'esprit d'une sanction. Tout à l'heure, on a parlé de la nécessité de ramener un petit peu de concurrence. Moi, je me rappelle d'une condamnation qui obligeait Google à faire de la place à ses concurrents. Il s'appelait Quant, il s'appelait Ecosia. Eh bien, plutôt que de respecter l'esprit de la sanction, il faisait payer à ces moteurs de recherche le droit d'apparaître comme une alternative. C'est-à-dire qu'on est très très loin des débuts de Google avec des gens super attachants, super sympas, Larry Page, Sergey Brin, Don't Be Evil. Aujourd'hui, la prédation a remplacé toute forme de philosophie. Alors Stéphanie Yon-Courtin, c'est vrai qu'Elisabeth Warren aux États-Unis s'était emparée du dossier. Elle proposait carrément de les démanteler, ces GAFAM. C'est un esprit qu'on pourrait adopter en Europe ? Vouloir les démanteler, tout simplement ? Alors oui. Oui, tout à fait. Ça n'est absolument pas exclu, notamment par la Commission européenne. Mais c'est vrai que moi, je pense que déjà, si on travaille bien sur le DMA, qui est, je le rappelle, en cours de négociation, puisqu'on a une proposition en ce moment de la Commission européenne que nous, au Parlement européen, sommes en train de discuter pour ensuite pouvoir le négocier sous présidence française, on espère, en janvier et février prochain avec le Conseil et donc avec les ministres des 27 États membres. L'idée, c'est que si on a le DMA tel qu'il se présente actuellement, avec finalement quelque chose d'assez musclé, eh bien, ce genre de pratique ne devrait plus exister. Alors certes, après, il y a la question de faire la place à d'autres entrants sur les marchés, de nouveaux entrants et des concurrents, mais en tout cas, le régime de préférence complètement anticoncurrentiel, l'abus de position dominante de Google par rapport à d'autres comparateurs de prix ne se ferait pas, puisque très clairement, dans une des interdictions prévues par le DMA, il est justement précisé que sous peine de sanctions, les gatekeepers, ces contrôleurs d'accès, ces GAFAM, n'ont pas à préférer leurs propres comparateurs, leurs propres services. Donc ça, c'est la première des choses. Il faudrait les casser, ou pas ? Donc, bien sûr, on pourra toujours imaginer ensuite de les démanteler. Bon, je rappelle quand même que ces GAFAM sont principalement à ce stade américains. Donc là, se pose la question de savoir comment on peut imposer, et ce que disait tout à l'heure notre journaliste sur le plateau, c'est qu'effectivement, il y a la question de la sanction et de l'exécution de la sanction chez ces GAFAM. Je pense que là, il s'agira de discuter notamment avec les homologues américains. C'est ce que nous sommes en train de faire. Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, pardonnez-moi, en 2 mots, Stéphanie Yon-Courtin, parce que vous négociez avec les Américains et c'était un débat très vivace pendant la campagne, on entend moins parler aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Ils encouragent les Européens à réguler ou pas ?
Alors, ils encouragent totalement les Européens à réguler. Ils veulent savoir comment on va faire pour réguler. Et puis, eux sont en train de réfléchir à la façon de réguler. Ils ont récemment, on vient de voir justement par rapport aux GAFAM, un changement un peu d'esprit. Hein, et on sent qu'effectivement, il y a une volonté de taper plus fort et d'aller jusqu'au démantèlement. Donc, ils sont en train de leur côté de travailler là-dessus. Nous, on se dit, et notamment la Commission européenne est un peu frileuse là-dessus, en se disant qu'il y a peut-être d'autres remèdes avant, et notamment celui de cette fameuse régulation ex-ante, c'est-à-dire avant que toute pratique concurrentielle ait pu être commise, c'est-à-dire à partir du moment où les plateformes ont un certain pouvoir de marché, qui puissent agir comme des contrôleurs d'accès, eh bien, on leur impose des obligations et des interdictions. Et ça, véritablement, c'est ce qu'on souhaite porter. Et ce sera une grande première dans le monde. L'Europe est vraiment en avance là-dessus. Rien n'empêche, bien évidemment, il faudra d'autres régulations. Il va falloir s'adapter, ce n'est qu'un début, hein, à tous les autres nouveaux marchés qui évoluent et qui arrivent, puisque les marchés numériques vont très très vite. Et rien n'empêche, effectivement, et c'est une discussion qu'on a avec la Commission européenne également, d'avoir ces remèdes très très structurels qui vont jusqu'au démantèlement de leur empire tentaculaire. Erwan Tison, à quand justement un Facebook français, un Facebook européen ? Il y a quelques tentatives, hein, mais vous savez déjà quand ces alternatives-là existent et que même l'administration, qu'elle soit française ou européenne, n'y recourt pas. Je pense notamment à OVH. Regardez, la plupart du temps, la plupart des serveurs, qu'ils soient publics ou privés en France, des entreprises patriotes ou des services publics patriotes, sont justement sur des alternatives américaines. Donc déjà, il faut, là encore une fois, la concurrence se fera grâce à l'endogénéité des acteurs du marché. C'est aussi aux acteurs, c'est aussi aux citoyens de se demander de se forcer peut-être à utiliser ces solutions-là, parce que plus on utilisera, plus elles pourront s'améliorer. Donc il y a déjà cette première solution-là. Deuxièmement, malheureusement aujourd'hui, forcément, on n'a pas un écosystème suffisamment puissant pour justement faire émerger des concurrents sérieux. Pourquoi ? Parce que la plupart du temps, dès qu'on a des ingénieurs, dès qu'on a des solutions ou des startups qui sont suffisamment justement matures pour pouvoir développer des solutions, ils sont tout de suite recrutés soit outre-Atlantique, soit en Asie. Parce que là-bas, il y a des rémunérations qui sont largement supérieures, plus attractives, et surtout, il y a un écosystème qui est largement plus favorable. Donc, il faut qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on fait pour retenir justement notre matière grise ? Comment est-ce qu'on fait pour faciliter, sans tomber dans les méandres du protectionnisme, mais comment est-ce qu'on fait aussi pour mettre juste, en termes d'utilisation, les solutions sur un même pied d'égalité ? Et troisièmement, il faut aussi qu'on se pose la question, comment est-ce qu'on arrive à financer tout ça ? Parce que il faut savoir que les États-Unis, la plupart des GAFAM, justement, ont profité à terme des investissements monstrueux qui avaient été faits, notamment aux États-Unis par DARPA, des investissements qui avaient été faits avant dans le secteur militaire. Et donc, du coup, ils ont profité quelque part, ils étaient au bout d'une chaîne de valeur d'innovation qui leur a permis, en fait, d'avoir des investissements publics absolument pharaoniques. Et nous, on n'a pas encore, justement, cette logique-là en Europe. La logique du plan Juncker c'était aussi un des objectifs. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon. C'est peut-être ce genre d'objectif-là qu'il faut continuer à remettre en cause. Donc, le recrutement, l'innovation, enfin le financement de l'innovation, et troisièmement la mise en avant de ces solutions-là. Et si vous me permettez un petit point sur le démantèlement, je suis pas sûr que ce soit la solution malheureusement la plus efficace. Pourquoi ? Parce que encore une fois, on est dans une période, on est dans une économie avec des rendements croissants. Donc, si jamais vous démantelez, par exemple Facebook, vous démantelez Meta en 4-5 entités, au lieu d'avoir une méga entité, vous allez avoir 5 méga entités parce qu'elles sont tellement puissantes qu'elles vont justement pouvoir continuer à accumuler. La seule régulation justement qu'on pourra accorder à ces entreprises-là, c'est vraiment une régulation concurrentielle, en faisant en sorte d'avoir des propres concurrents sur notre propre territoire. C'est aussi une question de souveraineté économique et une question d'efficacité sociale. Joël Tolenado, alors justement, d'abord sur le démantèlement, vous pensez que c'est une mauvaise idée, ça va trop loin, c'est trop radical ? Le problème, c'est pas que c'est trop radical, c'est qu'il ne faut pas se croire plus fort qu'on ne l'est vraiment. Je ne pense pas qu'on pourra, d'aucune façon, en tant qu'Européens, à obtenir le démantèlement de ces entreprises qui sont américaines. Pour moi, c'est une menace pas crédible, si vous voulez. Donc, je ne suis pas sûr même qu'il faille l'envisager. Par contre, qu'on oblige, par exemple, sur la publicité à découper un certain nombre d'activités, etc., et qu'on fasse une régulation un peu violente sur la publicité qui aujourd'hui, comme le disait Frances Haugen, que ce soit Google ou Facebook, ils sont à la fois, c'est eux qui font les lois, c'est que eux qui les appliquent, c'est eux qui punissent ceux qui appliquent mal, etc. Donc on a un mouse problème dans la publicité où il pourrait y avoir des petits découpages. Pour le reste, je pense que
En réalité, on se fait plus gros qu'on est. S'il doit y avoir démantèlement, ce sera éventuellement aux États-Unis et, me semble-t-il, seulement sur Facebook. Également un mot sur justement cet écosystème, Joël Toledo. Est-ce qu'on peut rêver d'un GAFA français ou européen ? Écoutez, est-ce que c'est uniquement parce qu'il y a ces gros qui existent déjà qu'en fait, on ne peut pas avoir, nous, notre propre géant ? On pourra bien évidemment avoir notre propre géant, sauf si on ne met pas en place des régulations asymétriques qui permettent aux géants de devenir grands. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis d'accord sur le fait qu'ils bénéficient d'énormément d'économies d'échelle, etc. Mais c'est l'économie du numérique. Là où ce n'est pas l'économie du numérique, c'est qu'ils ont ajouté aux caractéristiques du numérique des pratiques anticoncurrentielles. Et donc, cette deuxième partie, elle est absolument pas légitime. Je dois avouer que découper en rondelles Facebook me ferait pas pleurer. C'est-à-dire qu'on n'y perdrait rien en termes d'efficacité. Donc, c'est pas. Et il n'y a aucune raison de ne pas avoir des géants. Encore faut-il qu'on mette en place une régulation qui permette à ces géants de grandir. Certaines conditions ont été posées à l'instant. Il y en a d'autres, je pense. Mais c'est possible. Par exemple ? Vous ajouteriez ? Écoutez, prenons un exemple, Amazon. Vous n'aurez pas un concurrent d'Amazon si vous ne trouvez pas comment... si vous ne mettez pas en cause l'économie d'Amazon Prime. L'économie d'Amazon Prime, c'est une machine à tuer la concurrence, avec également ce qui se passe dans... Et pourquoi elle tue la concurrence, cette économie d'Amazon Prime ? Écoutez, c'est assez simple. Le jour où Amazon décide de mettre un produit de plus sur son catalogue, toute personne qui est abonnée à Amazon a une distribution de produits gratuite. Donc, si vous êtes concurrent et que vous faisiez payer la distribution, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose au plan pour toute une série de raisons, cela ne poserait pas de problème si on était sûr qu'Amazon Prime couvrait ses coûts. Si on était sûr que le tarif d'Amazon Prime, quand on y ajoute les badges de foot et puis tout ce qu'on y ajoute pour justement le rendre très attractif, ne pose pas éventuellement des problèmes. Donc tout ce que je dis est évidemment à regarder de près, mais je vous dis en fait. C'est une sorte de... Ils sont dans un monde dans lequel, effectivement, ils profitent d'un certain nombre de pratiques et j'espère que DMA permettra effectivement de répondre à certaines de ces pratiques. Guillaume, vous allez conclure. Je voulais juste dire, vous parlez beaucoup de la souveraineté numérique dans votre journal. Vous dites que la France, par exemple, elle abandonne sa souveraineté quand Thales signe un partenariat avec Google pour créer un service cloud et le commercialiser. Mais est-ce évitable ? Alors, c'est vrai que ça pose des questions, parce que c'est vraiment l'entreprise d'infrastructures critiques par excellence. Et on le voit ça dans le cloud. Et effectivement, dans le cloud, on voit ces acteurs. Le cloud qui permet d'avoir toutes les données. Voilà, sur lequel repose vraiment toute l'économie d'aujourd'hui. Ça va être encore plus le cas demain. Il y a une allégorie que je trouve très intéressante qui a été donnée par le député Philippe Latombe. Mais il compare les dons gratuits de stockage à la première piqûre. Alors, lorsque vous allez être dépendant de l'héroïne, par exemple. Alors, juste pour terminer sur un petit mot positif, quand même, il y a d'autres technologies. On a des pépites super en France. Dans le quantique, Candela, Pascal, par exemple, il y a des boîtes géniales, Prophecy, Preligence, dans lesquelles veulent investir le fonds de la CIA, InQtel, par exemple. On peut les aider de plein de manières, comme l'ont dit les invités, Erwan Tisson, par exemple, avec la commande publique, en croyant dans ces boîtes, en arrêtant de dire aux startups, vous êtes nuls, et on a vraiment des super ingénieurs, des super technos en France. Donc il faut plus de financement de l'État, il faut les aider plus. Il faut commencer par commander au niveau public. Il faut que les grands groupes ce que font les Américains, d'ailleurs. Avec le Small Business Act qui n'a jamais été appliqué en Europe, et c'est bien dommage. Il faudrait réserver une partie des commandes, y compris des grands groupes, aux petites structures. Il faut que l'Europe vraiment se réveille sur ce point, à mon avis. Et c'est ça qui fera qu'un jour, on pourra avoir un GAFAM français ou européen. En tout cas, on se donnera les chances de l'avoir, parce qu'encore une fois, on a des super cerveaux en France. Oui, super cerveaux, mais lorsqu'ils vendent leur boîte après 4-5 ans aux Américains. Ça, c'est le jeu s'ils réinvestissent en France. Mais commençons... C'est pas normal qu'effectivement les hommes politiques n'utilisent pas ces services. Il y a un concurrent de Telegram qui est génial, qui s'appelle Olvid. Qui le connaît ? En termes de cryptographie, il est absolument génial. Tous les hommes politiques devraient communiquer sur Olvid. Arrêtons les messageries cryptées étrangères. Donnons leur chance. Montrons l'exemple, en fait. Voilà.
Voilà, et en fait... Sur la technologie française. On a les ingénieurs français ont énormément contribué au succès de ces GAFAM. Donc on a véritablement le plus important, je pense, pour réussir à la... Merci beaucoup, Guillaume Gralet. Merci à vous, Joël Toledano. Merci, Stéphanie Yon Courtin. Vous étiez avec nous à Bruxelles. Merci à vous, Erwan Tison. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Et restez avec nous sur France 24.